Alors, je tiens donc à les remercier de ce pas chaleureusement. J'aimerais aussi de vous voir quand même très nombreux ce soir, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles on organise cette soirée-là. C'est surtout une immense joie aussi de voir quelques visages connus que je revois en ce moment, collègues et amis trifluviens. D'abord, quelques mots sur le Centre Justice et Foi. C'est un centre d'analyse sociale fondé en 1983 par les Jésuites du Canada français et d'Haïti. Le Centre Justice et Foi pose un regard critique sur les structures sociales, politiques, économiques, culturelles et religieuses, comme vient de le dire Jean-Claude. Il publie la revue Relations et organise différentes activités publiques, dont les soirées Relations comme celle-ci. Son secteur Vivre ensemble développe une expertise sur les enjeux d'immigration, de protection des réfugiés, ainsi que sur le pluralisme culturel et religieux. Avant de vous présenter nos panélistes, quelques mots sur la place centrale du développement régional dans la réflexion de la revue Relations et du Centre Justice et Foi au cours des dernières décennies. Il y a 30 ans, presque jour pour jour, en effet, Julien Harvey et l'équipe de Relations publiaient un dossier coup de poing sur le mal développement régional intitulé « Un Québec cassé en deux ». Ce fut le début d'une longue réflexion sur les clivages économiques et sociaux entre les centres urbains en pleine croissance et des régions périphériques dévitalisées, abandonnées par l'État et soumises aux dictats du marché et du capitalisme néolibéral. Au terme de 3 décennies de gouvernance néolibérale et d'austérité à tout crin, il nous a paru utile de revisiter cet enjeu vital pour le Québec. Plus encore en cette saison électorale où tout le monde est mobilisé. Donc, peut-être pas toujours ici. Et dans lequel, il faut bien le dire, les enjeux environnementaux et plus encore ceux liés au développement régional ont été douloureusement absents. Il y a une quinzaine d'années, je prenais place ici même, dans cette salle, avec des collègues étudiants de l'UQTR et de l'Université Laval, affiliés au Centre interuniversitaire d'études québécoises, à l'occasion d'un colloque que nous avions co-organisé. Lors d'une discussion informelle, nous avions pris conscience d'un fascinant dénominateur commun nous unissant. Nous étions presque tous issus de la première génération de Québécois à être nés en ville. Ce qui veut dire que nos parents, nos oncles et nos tantes étaient presque tous des urbains de fraîche date. Loin d'être une pure abstraction, nos liens avec le territoire et avec l'arrière-pays avaient des noms et des visages en chair et en os. Génération qui a grandi avec les fardoches et les rigodons de passe-partout, bien sûr, et qu'on a gavé jusqu'à plus soif de chansons, de romans et de téléromans célébrant, parfois jusqu'à l'excès, les beautés, mais aussi les dures réalités de l'arrière-pays. Or, cette beauté et cette dureté étaient là encore tout sauf des abstractions. J'en veux pour preuve ma famille maternelle, née dans un petit village frontalier du bas du fleuve, aux avant-postes du Maine et du Nouveau-Brunswick. Des 14 enfants qu'ont eu mes grands-parents, eh oui! Seulement 3 sont demeurés dans la région natale. Une génération plus tard, il n'en reste plus que 2, un cousin et une cousine, à vivre dans la région. Qui plus est, au prix de sacrifices difficilement imaginables pour les urbains que nous sommes. Ce qui en dit long sur la violence structurelle et symbolique qui s'est abattue sur nos régions. Dans les années 1940, l'écologiste américain Aldo Leopold disait que le drame spirituel de l'homme urbain du 20e siècle, c'est de croire que les aliments et denrées qu'il achète et consomme sont fabriqués par son épicier ou son marchand. Ce qui en dit long, disait-il, sur la déconnexion qui s'est installée entre la bourgeoisie et les classes moyennes urbaines et les réalités de l'arrière-pays agricole, forestier et minier. Ce confort et cette abondance dont jouissent les urbains que nous sommes a un coût humain et environnemental dont nous sommes trop peu conscients. C'est ce que nous aimerions mettre en exergue au cours de cette soirée. Non pas pour dresser un portrait sombre et accablant, mais au contraire pour tâcher d'imaginer d'autres possibles, d'autres façons de faire, d'autres façons d'habiter et d'aménager le territoire, dans une optique, et c'est vraiment central pour le Centre Justice et Foi, de solidarité sociale, mais aussi, j'ajouterais, de solidarité territoriale. C'est à ces questions que tentons de répondre nos 3 panélistes, Robert Laplante, Maxime Laplante, qui ne sont pas parents, quoique, et Jean-François Aubin, que vous connaissez peut-être. Ces questions nourriront aussi notre réflexion collective, réflexion à laquelle, bien sûr, vous serez cordialement invités à prendre part. Cette soirée se déploiera en 3 temps, ou si vous voulez, en 3 actes.
D'abord, une table ronde d'environ 1 heure où chacun de nos panélistes disposera de 20 minutes pour vraiment apporter une perspective, un point de vue singulier sur l'enjeu du développement régional. Nous prendrons ensuite une courte pause de 15 minutes pour s'aérer les esprits et surtout vraiment pour se préparer à vraiment questionner et lancer la discussion collective que nous aurons. Nous vous invitons aussi à vous abonner à la liste de diffusion du Centre Justice et Foi. Nous faisons circuler en ce moment même. Voilà, nous vous invitons à vous abonner à notre liste de diffusion. Donc, vous recevrez fréquemment des nouvelles du Centre et de ses activités. Hélas, pas assez souvent trifluviennes. Nous y travaillons. Ça va? Allons-y. Donc, avec notre premier panéliste, Robert Laplante, sociologue de formation et spécialiste des enjeux de développement régional. Robert Laplante est le directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine et rédacteur en chef de l'Action nationale. Il est l'auteur d'une dizaine de livres et d'un nombre incalculable d'articles et de rapports de recherche s'intéressant au développement agricole et forestier des régions du Québec. Dans le sillage de l'article qu'il signe dans le plus récent numéro de Relations, nous lui avons demandé de s'intéresser au rôle clé que peut jouer et que devrait jouer, ajouterai-je, l'État québécois en matière de développement régional. Une tâche à laquelle le Parti libéral du Québec, il faut bien le dire, a lamentablement failli au cours des 15 dernières années. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être là. Il y avait longtemps que je n'étais pas passé par ce lieu pour lequel j'ai une affection particulière. J'ai une sympathie affirmée pour les outils et surtout pour ceux qui les manœuvrent. Et il y a ici une formidable collection d'outils que Robert Lionel Séguin, le grand ethnologue, a constitué en ratissant les campagnes. Et ça vaut le coup, si jamais vous avez des loisirs, de passer au travers cette collection qui est absolument fabuleuse. Si vraiment on a besoin d'une démonstration que le travail a déjà eu un sens, il faut voir la patine sur ces outils-là. J'ai pensé prolonger davantage que répéter l'article que j'ai soumis dans le plus récent numéro de la revue. Et j'ai intitulé, peut-être un peu en présumant de ma force, mon exposé « Penser dans la fracture ». Parce que, pour moi, c'est évident que le Québec est fracturé. Dans les articles de la revue, vous allez voir que, dans le fond, il n'est pas cassé en deux, il est vraiment émietté, que certains morceaux se tirent mieux d'affaire que d'autres, mais qu'au total, quelque chose manque. Il y a un ciment qui s'est effrité. Cette fracture, on la résume souvent en parlant des tensions entre Montréal et les régions. Ça, c'est un fait. Les régions ont un vif sentiment d'aliénation à l'endroit de la métropole, qui n'en est pas une. Ça, c'est le problème que nous avons. Montréal n'est pas la métropole du Québec. Elle ne remplit pas les fonctions que les économistes, les urbanistes, les aménavistes attribuent normalement à une métropole. Les régions du Québec sont menées de l'extérieur du Québec par les grandes puissances extractivistes qui dominent leur économie régionale, pour l'essentiel. Et ce n'est pas à Montréal que ça se passe, et de fait, c'est de moins en moins à Montréal que ça se passe. Cette fracture, elle est aussi entre les capitales régionales, ou si vous voulez, entre les gros centres urbains régionaux, et leur hinterland, leur arrière-pays. Beaucoup de milieux urbains, et particulièrement parmi les élites de ces milieux-là, ne se sentent plus concernés, liés par ce qui arrive dans leur arrière-pays. Les milieux ruraux les plus fragilisés sont, la cause est entendue, condamnés irrémédiablement
voués à disparaître. Ils ne sont plus du côté ni du progrès, ni même de la véritable civilité, puisque toutes les fois que des tensions surgissent dans les centres urbains, on les trouve traînards, difficiles de comprenure. Ils ne s'alignent pas sur les vertus proclamées du cosmopolitisme, sur les vertus proclamées de la loi du marché ou de la mobilité. Essayez de penser cette rupture. Qu'est-ce qui se passe dans cette fracture-là? La signification qu'elle tient actuellement dans la conscience collective des Québécois, c'est un défi considérable qui n'est pas relevé par beaucoup de gens. Vous êtes parmi ceux-là, la revue est parmi ceux-là, et c'est tout à l'honneur d'une soirée comme celle-ci que de contribuer à amorcer et à faire fermenter la réflexion au sujet de cette ou de ces cassures qui font notre vie collective. Parce que ce qui est cassé, ce qui s'est fracturé, ce n'est pas seulement le territoire, c'est même pas d'abord le territoire, ce n'est pas d'abord les indicateurs économiques, c'est la conscience et la perception que le Québec est une totalité. C'est ce qui s'est fissuré. Cette totalité-là, c'est pas seulement une représentation géographique, c'est pas seulement une représentation administrative, c'est ce qui constitue et exprime une communauté de destin. Et c'est cette communauté de destin qui s'effiloche. C'est ce lien ressenti entre la condition des milieux les plus diversifiés et le vivre ensemble. L'expression a été galvaudée, mais dans les faits, il y a dans notre société une indifférence grandissante à l'égard non seulement des couches les plus vulnérables, les plus défavorisées, mais plus fondamentalement une indifférence grandissante à l'endroit de la nécessité de construire et d'entretenir la communauté de destin. Vouloir vivre ensemble, vouloir partager les espérances et les efforts requis pour les réaliser, c'est la situation que les Québécois ne veulent plus voir en face. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent expliquer cet effilochement. Très certainement, la représentation du Québec, la représentation ramenée au sensationnalisme et à une simple collection de faits divers que véhiculent les médias y est sans doute pour quelque chose, mais c'est davantage un symptôme qu'une cause, même si ce symptôme est particulièrement souffrant. Promenez-vous dans la rue et faites le test. Demandez aux gens, d'après toi, Josette, c'est quoi le principal problème, la principale préoccupation des Gaspésiens? C'est quoi les problèmes du Témiscamingue? Vous allez obtenir un grand silence. Parce que la connaissance élémentaire de la nébuleuse des communautés et des régions du Québec ne fait plus partie des compétences civiques. Ce n'est même pas enseigné à l'école, ce n'est pas cultivé dans le récit médiatique et ce n'est plus la préoccupation de la classe politique. Là, on approche un peu plus des causes. Cet effilochement, évidemment, il a trait à la façon dont les instruments de construction du destin commun sont mobilisés. Or, la centralisation, les idéologies, le néolibéralisme n'est pas la moins toxique, et d'autre part, les forces idéologiques et matérielles de la mondialisation contribuent pour beaucoup
à brouiller les pistes et à détruire les liens. Ce n'est pas seulement que du travail symbolique, ça détruit. Comme la pauvreté tue, ça réduit l'espérance de vie, bien, la financiarisation, la mondialisation, ça détruit des communautés. Alors, il y a plusieurs forces contraires et il faut les identifier. C'est une partie du travail que nous avons à faire pour maintenir et enrichir cette idée d'un destin commun. Et c'est un travail de plus en plus difficile parce que faire région, c'est au moins aussi difficile que faire nation. Parce que, et ça les Québécois en ont perdu la mémoire, nous n'avons pas occupé notre territoire en parfaite quiétude. Les régions du Québec sont des territoires conquis de haute lutte par des bandes de gueux, les colons, qui ont gagné pouce par pouce un territoire qu'on leur a laissé occuper uniquement quand on a été bien certain que les puissances économiques extractivistes l'avaient mis dans un étau. Les forêts, les mines, les ressources hydrauliques ont déterminé d'abord la logique de développement de toutes les régions du Québec. Et le peuplement, l'occupation humaine, ça ne s'est fait que parce que la ressource de base la rendant possible n'était pas convoitée, le sol. Ce qui était convoité, c'est ce qu'il y avait en dessous ou dessus, la forêt ou les mines ou les cours d'eau qui le bordaient. Alors, les colons se sont installés. Et pour l'essentiel, la dynamique économique des régions s'est construite sur un ensemble de compromis instables entre les puissances financières qui l'exploitaient, la façon dont elles ont, par la suite, fait une place à la main-d'œuvre qui vivait sur le territoire. Et ces tensions-là, essentiellement, c'est l'histoire du Québec du 19e et du 20e siècle. Il n'y a eu qu'un seul moment où les efforts pour construire une alternative, c'est-à-dire pour placer la logique de peuplement en ligne avec la logique de sa mise en valeur de ce territoire, ça s'est déroulé essentiellement dans la deuxième moitié du 20e siècle, encore qu'il y a eu, sous le curé Labelle, quelques initiatives fort porteuses. Mais, grosso modo, ça va culminer dans les années 60-70, où les mouvements populaires vont constater que la logique économique qui se met en place est aberrante, qu'elle ne soutient pas le peuplement et qu'elle détruit les communautés qui y sont établies. Les taux de chômage sont stratosphériques dans ces années-là. Les ressources sont inatteignables pour les communautés. Et ce sera la combinaison de l'État-providence modernisateur et la sensibilité que réussiront à imposer les mouvements populaires qui vont, pendant un certain temps, donner l'impression que les régions du Québec sont en construction. L'État va soutenir, et ça ne se fera pas sans douleur, va soutenir un modèle de développement. Il va soutenir une vision dans laquelle l'État joue un rôle structurant pour l'économie et le peuplement des régions. Ça va bardasser parce que dans cette vision-là de l'État, il va y avoir aussi des gestes assez difficiles à saisir pour les communautés. L'État planificateur va rayer des communautés de la carte, va vouloir rebrasser les cartes, mais il va néanmoins, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, il va soutenir un modèle d'occupation du territoire et de soutien de la structure de peuplement. Ça va basculer pour deux ordres de facteurs. Le premier, c'est que
Les Québécois ne veulent pas l'entendre, ne veulent pas le voir, mais le gouvernement du Québec n'a pas les moyens de ses responsabilités. Il ne contrôle pas les leviers qui lui permettraient de soutenir véritablement une politique de développement régional. Le deuxième facteur, et il n'est pas sans corrélation avec le premier, c'est le déplacement idéologique qui va se produire à partir des années 80, où progressivement l'État va prendre sa distance par rapport à ce modèle de l'après-guerre, s'éloignant au fond des modèles économiques de l'État-providence, et il va progressivement, mais de plus en plus rapidement, renoncer à cette ambition-là. Et ça, évidemment, ça va prendre une vitesse accélérée avec l'arrivée au pouvoir des libéraux au début du siècle, sous Jean Charest. Et on va assister à une déstructuration planifiée des structures qui étaient mises en place pour soutenir un développement régional dans lequel l'État était architecte. On va revenir à un modèle, et on ne s'en cache pas, on le dit ouvertement, c'est le marché qui va faire le développement, ce n'est pas l'État. L'État va accompagner, ce qui évidemment est une fraude intellectuelle, parce que pour les milieux les plus défavorisés dans les régions, le marché a déjà donné sa sanction. Il ne se passe rien là. Il y a des taux de chômage. Et d'autre part, en disant, maintenant, c'est à vous de vous tirer d'affaire. Rendez-vous attrayants pour le marché. Ils sont sanctionnés une deuxième fois, puisqu'ils n'ont rien pour être sexy pour les investisseurs. Donc, il va y avoir là, véritablement, une accélération du mal-développement. La centralisation à laquelle va se livrer le gouvernement Couillard va enlever les derniers boulons qu'avait mis l'État-providence pour soutenir une stratégie et une dynamique de développement économique et social. Abolition de la conférence régionale des élus, qui avait été au préalable précédée par celle des conseils régionaux de développement. Abolition des CLD, concentration des directions régionales de tous les ministères. Bref, ce qui reste, c'est les reliques d'un mouvement et des structures qui s'étaient mises en place dans les 50 premières années de l'après-guerre et des incantations sur la puissance du marché. La dynamique qui se met en place depuis, c'est-à-dire depuis environ une dizaine d'années, c'est de, à la fois, consacrer l'impuissance du gouvernement du Québec et de la maquiller derrière l'idéologie du marché. Et c'est de laisser s'enfoncer l'ensemble des régions dans la logique extractiviste. Le plan Nord étant effectivement la grande célébration, c'est la danse autour du veau d'or. Et cet enfoncement-là, dans cette logique-là, il s'accompagne du renforcement radical du modèle de développement économique canadien. Les Québécois ne veulent pas l'entendre, ne veulent pas le voir, s'imaginent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans leur province, dans leur bourgade, mais dans les faits, ils appartiennent à un pétro-État dont la logique extractiviste est beaucoup plus contraignante qu'ils ne le sentent et ne l'imaginent, et qui vient redoubler la logique extractiviste dans laquelle le gouvernement du Québec s'est lui-même enlisé et avec laquelle il est tout à fait en harmonie. Et là, il y a un problème d'harmonisation et de contradiction, parce qu'on a beau être 150 000 dans la rue pour protester contre le pipeline, la vérité, c'est qu'il va y avoir un pipeline. Nous en avons déjà 4,5 milliards d'investis là-dedans. Nos impôts servent à ça. La vérité, c'est que les victimes de lac mégantic peuvent pleurer toutes les larmes de leur corps. Il passe encore des wagons
et il en passe de plus en plus des wagons de pétrole dans le territoire du Québec sans qu'on ait un mot à dire. La vérité, c'est que les puissances minières vont investir de plus en plus massivement. Donc, ça crée un contexte qui déstructure. Et cette déstructuration-là place le Québec dans une logique de minoritaire. Et à l'intérieur, place les régions dans une logique de double minoritaire, parce que quand vous êtes une région du Québec, vous êtes une sous-région à l'échelle fédérale. Donc, vous êtes carrément toujours dans une logique de dissolution. Et il y a pourtant d'énormes forces de résistance à ça. On trouve sur tout le territoire du Québec des initiatives. La revue en a recensé quelques-unes qui sont très intéressantes, mais dont il faut avoir la sagesse de prendre la mesure. C'est très sympathique, le projet de Mont-Laurier, là, sur l'Internet haute vitesse, hein? Mais c'est la répétition, presque terme à terme, des initiatives qu'avaient pris les colons pour créer des coopératives d'électricité parce qu'on n'avait pas de réseau, parce que ça n'intéressait pas les puissances économiques qui montaient des infrastructures à l'époque. On est dans la même logique. Alors, de grâce, arrangeons-nous pour ne pas répéter les mêmes affaires. Et ne pas les répéter, c'est de comprendre que la puissance innovante qu'on retrouve dans tous les milieux actuellement est, pour l'essentiel, une puissance de résistance. Il y a des gens partout, les agriculteurs sont aux premières loges dans ça, il y a des gens qui, partout, résistent au modèle qui se déploie, qui veulent réaffirmer leur volonté de faire primer le peuplement et la communauté sur le rapport économique, et qui se débrouillent. Mais ils se débrouillent, justement. Il faut faire passer la mobilisation de la logique de résistance riposte. Et pour faire une riposte, il faut trouver un ciment qui va fédérer tous ces efforts-là, qui va faire émerger une conscience commune. Et pour que ça arrive, il faut partager une grille de lecture commune. Il faut avoir un cadre de référence commun. C'est ça qui est notre tâche. Nous devons le construire et il va se construire. Quant à moi, je n'en doute pas. Mais dit autrement, si nous voulons organiser une riposte, nous allons devoir l'amorcer dans une commune espérance. Ça, c'est fondamental. Voilà. Merci. Merci, M. Laplante, pour cette fantastique entrée en matière et surtout pour l'animateur que je suis pour ce fantastique pont vers le deuxième segment donc, de cette soirée. Donc, je vous présente Maxime Laplante, paysan de cœur et agronome de formation, cofondateur de l'Union paysanne. Il a récemment été élu à la présidence de cette Union paysanne qui lui est si chère. Nous lui avons demandé de brosser un portrait des réalités rurales et surtout paysannes dans le Québec actuel en tâchant d'identifier des alternatives, mais j'ajouterais à la suite de M. Laplante non seulement les résistances, mais donc les résistances et les alternatives citoyennes au modèle de développement agricole, dans ce cas-ci, capitaliste, néolibéral et pourquoi pas extractiviste et productiviste dans lequel nous sommes engoncés jusqu'à la gorge. Est-ce qu'il faut faire ça assis ou si je peux me lever? Oui? OK. It's all yours. Avez-vous besoin du micro? Moi, j'en ai pas besoin. Pour l'enregistrement. Donc, oui, je viens de Saint-Paul-de-Villers, ça devrait aller mieux comme ça. D'accord. C'est une ferme que j'ai achetée il y a une trentaine d'années. J'ai élevé toutes sortes de choses là-dessus, là, des moutons, des chèvres, des vaches de boucherie, une couple de vaches laitières pour nos besoins, du lapin, fait du sirop d'érable, même 5 enfants aussi. Bref, il y a eu de tout. Bon. Et là, je suis présentement en train de... Les enfants sont moins enfants. Je suis devenu grand-père aussi. Donc, il y a moins de viande nécessaire pour nourrir la famille.
famille, fait que je suis en train de tout convertir ça pour faire des productions biologiques avec mes champs. Bon, fait que je suis là-dedans. Une couple d'anecdotes au départ. Je me souviens, il y a plusieurs années, ça doit remonter une quinzaine d'années, on s'est retrouvé en Gaspésie en plein été. J'en ai fait part à Frédéric tout à l'heure. On se retrouve donc en Gaspésie en plein été pour une fête. On est allé, il y a une gang de jeunes qui nous ont invités, puis ils nous ont dit « Amenez vos tambours, amenez la bouffe, on fait le party. » Dans les montagnes des Chic-Chocs en Gaspésie, à Saint-Omer. Et là, on essaie de comprendre la patente. Bon, il y a eu les fermetures des villages. Je ne vais pas t'embarquer là-dessus, mais là, le problème des jeunes qui étaient là, il était une vingtaine. Ils nous expliquent que là, ils voulaient avoir la possibilité d'avoir un petit lopin de terre publique de toute façon, et d'avoir leur jardin, peut-être un cheval, faire des cours de danse aussi en même temps, faire un peu d'agriculture. Et là, qui se sont rivés le nez parce que la municipalité a refusé d'ouvrir le petit bout de chemin de 8 km pour se rendre jusqu'à la terre. OK, mais écoutez, pas de problème là-dedans. On va acheter une charrue, puis on va le déblayer nous-mêmes. Et la municipalité leur a interdit de déblayer leur chemin pour se rendre jusqu'à la parcelle de terre. Bon. Même qu'il y en a un qui allait conduire sa grand-mère en skidoo jusqu'à la messe et à l'épicerie à l'occasion parce que les chemins n'étaient pas ouverts. Ils se sont battus à la MRC, même discours. La MRC leur a interdit. Bon, ils ont dû aller en cours. Fait que c'est en cours qu'ils ont réussi à gagner l'incroyable droit d'acheter leur charrue et de payer de leurs frais le déblaiement de la route pour se rendre à une parcelle que l'État aurait bien voulu donner en concession forestière à la place. Bon, OK. Il y a quelques années, je suis allé à Témiscamingue. Bon, l'Abitibi et un petit peu plus loin jusqu'au Témiscamingue. Je suis allé rencontrer 150 fermiers. Je dis fermiers pas parce que c'est misogyne. Je pense qu'il va y avoir une femme fermière au travers. Fait que quelque chose comme 149 mâles. Et bon. Et là, eux autres étant en marasme total, ils sont sur le bord de la fermeture, surtout au Témiscamingue. Là, j'ai reçu, je sais pas, peut-être une dizaine d'offres très alléchantes pour acheter une ferme. Oui, pour 50 000, là, regarde, tu pars avec, là, amuse-toi. Là, je comprends pas. Là, je regarde les maisons. Comment ça, les maisons sont faites en plastique? Vous n'avez pas de la forêt ici? Bon. Fait que là, toutes les maisons sont en clabard de plastique, de vinyle, alors qu'ils ont des forêts gigantesques. Oui, concession forestière. Ils sont obligés d'acheter du mazout pour chauffer les maisons alors qu'ils ont toute l'énergie possible, à même la géothermie. Ils ont la machinerie, ils ont l'expertise. Tout est là, mais ils n'ont pas accès au sous-sol. Là, ils font de l'élevage de moutons. Puis ils me disent, l'abattoir, il est là, on le voit, et de l'autre bord, mais on n'a pas le droit de s'y rendre. OK, est interdit. Si on veut abattre nos moutons, on ne peut pas le faire nous-mêmes à la maison. Il faut se rendre à Montréal pour le faire. Mais écoutez, non, on ne paiera pas la facture de transport pour amener 3 moutons à l'abattoir de Montréal et les ramener ensuite. Donc, ils font quoi? Dernière anecdote là-dessus, à l'occasion, l'été, j'ai découvert un peu plus la Gaspésie, puis l'an dernier, donc je me retrouve à faire du camping, trail les Appalaches, mon pack-sac, je vais camper sur le bord du fleuve, puis là, bien évidemment, wow, il y a des huîtres, hey, cool, bon. Puis là, je parle aux gens de la place, non, touche pas à ça, là, c'est interdit. Comment ça, c'est interdit? Ils sont poisonnés? Non, pas du tout, c'est des cartels de production, des quotas. Ah, ouais, OK. Puis les moules, puis ici, puis les homards. Non, les homards, si t'en sors un de l'eau, ne serait-ce que pour le regarder dans le visage, non, ça va être l'amende, saisie du véhicule, etc. Non, mais c'est pas vrai. Des cartels de production. Il y a des obstacles. Et c'est pas la voix de Dieu qui empêche la relève. Moi, je rencontre partout du monde qui a de l'initiative, de la débrouillardise, des idées. Ils veulent faire toutes sortes de choses et on leur interdit de façon à peu près systématique tous les projets de diversité qu'ils peuvent bien avoir imaginés. Et avant de revenir là-dessus, on s'est demandé, moi, on m'a demandé d'intervenir entre autres sur la partie agricole. Bon, à quoi ça sert l'agriculture? On est en climat nordique. Hein? C'est sûr que les pays scandinaves, le Sud en particulier, s'est posé un petit peu la question. Bon, en climat nordique, oui, les fermiers nous demandent plus d'argent, puis plus de subventions, puis les fermiers québécois aussi. Hein, vous voyez, passer les nouvelles. On veut un 50 millions de plus pour le porc, on veut ça pour le grain, parce que M. Trump n'est pas gentil avec nous autres, puis on veut une compensation pour les produits laitiers, parce qu'on en fait d'entrée d'Europe. Hein, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Bon. Donc, ils demandent d'argent.
Et la Suède s'est posé la question, oui, mais ça ne serait pas moins cher d'acheter nos produits bio au Sud, puis de leur payer un fonds de pension, puis bref, on va arrêter les discussions puis les subventions agricoles. Ça va nous coûter moins cher en passant. Bon. Puis le Québec, on est un peu dans la même situation. À quoi ça sert d'avoir de l'agriculture? Bien, le premier objectif qu'on identifie, c'est ça sert d'abord, ou ça devrait d'abord servir à nourrir notre population en quantité et en qualité. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'exportation. On devrait arrêter de subventionner l'exportation, qui cause des problèmes. Présentement, l'industrie porcine revient à la charge cette semaine en demandant 50 millions de dollars de plus parce que, oui, M. Trump, il complique les choses, puis là, ils sont moins capables d'aller exporter le porc aux États-Unis, donc ils vont avoir des prix qui s'effondrent de tant de pourcents. Oui, mais c'est parce qu'on a subventionné une industrie porcine exportatrice. On ne contrôle pas les marchés à l'étranger. On contrôle peut-être éventuellement le marché du Québec. Mais si les acheteurs des États-Unis décident qu'il y a une taxe de plus, qu'avons-nous comme pouvoir là-dessus? Rien du tout. Qu'avons-nous comme pouvoir si le Japon dit subitement « Oh, vos cochons qui sont encore élevés dans des cages de contention où la truie ne peut même pas se revirer de bord », parce que c'est ça qui a été subventionné comme modèle au Québec, bien, le consommateur japonais a dit, il y a une couple d'années, attention, on ne les achètera plus, on vous donne un deadline, puis après ça, c'est terminé. Mais c'est ce qui est arrivé l'an dernier, le deadline est arrivé. Donc là, ils sont allés réclamer 100 millions de dollars au gouvernement du Québec. Pouvez-vous nous aider à agrandir les cages et les enclos pour les animaux puissent se revirer un peu plus de bord pour faire plaisir aux acheteurs japonais? Parce qu'on ne contrôle pas. Sirop d'érable, la Californie qui a décidé qu'il ne devait pas y avoir plus de teneur en plomb dans le sirop d'érable que dans tous les autres produits alimentaires. Mais l'eau d'érable, c'est concentré jusqu'à ce qu'il reste du sirop. Donc, ce qu'il y avait comme faible teneur en plomb au départ est 35, 40 fois plus concentré à la fin. Fait que oui, évidemment, il y a une teneur en plomb qui est plus concentrée. Et là, le marché californien contrôle la porte d'entrée pour tout le sirop d'érable des États-Unis. Nous avons mis en place une industrie acéricole exportatrice et centralisatrice. Donc, nous sommes devenus dépendants d'une condition de marché que nous ne contrôlons pas et que nous ne contrôlerons jamais. Le deuxième but de l'agriculture, c'est de protéger les ressources nécessaires à la production. Sol, eau, air, travailleurs agricoles aussi, peut-être, tissu social qui va autour. Et la troisième mission, c'est d'occuper le territoire de façon décentralisée. C'est à ça que ça sert, c'est à ça que ça devrait servir. Et présentement, les obstacles sont de plusieurs ordres. Un, accès à la terre. En passant, ce n'est pas les méchants Chinois qui achètent nos meilleures terres. Okay? C'est les principaux spéculateurs, je peux vous le démontrer, c'est les fermiers eux-mêmes. J'ai 100 hectares, puis j'espère que je vais leur vendre plus cher que ce que j'ai payé, etc. C'est évident, c'est flagrant. Là. Les Chinois n'y sont pour rien. J'ai jamais vu un Chinois sur un tracteur dans une région rurale du Québec. Deuxièmement, c'est l'accès à la production, le droit de produire. On s'en va en cours dans pas tout à fait un mois, devant la Régie des marchés agricoles, pour faire appliquer la loi. C'est incroyable. Il faut aller en cours pour faire appliquer la loi. La loi qui nous dit, la loi sur la mise en marché des produits agricoles du Québec, qui dit clairement, toute vente directe aux consommateurs peut être faite librement, sans quota, sans plan conjoint, sans agence de vente. Quoi que ça veut dire, selon la loi, l'esprit et la lettre, j'aurais pu arriver ce soir avec mes lapins, mes œufs, mon poulet, du lait, de la viande, du porc, du sirop d'érable et vous en vendre ici librement, mais c'est interdit. L'article 63 de cette loi-là dit deux choses. Un, la vente aux consommateurs directement est autorisée, sans entrave. La deuxième phrase dit « La Régie des marchés agricoles peut en décider autrement si elle juge qu'il y a une menace pour l'application des plans conjoints. » M. Laplante parlait d'une vision unique. En agriculture, ce n'est pas le gouvernement qui a une vision unique. Il a abandonné la vision unique à un cartel privé en situation de monopole qui établit la vision unique. Et la vision unique fait en sorte qu'elle est le seul interlocuteur devant les régies des marchés agricoles. Donc, cette vision unique-là a convaincu pendant un demi-siècle la régie de dire non,
s'il y a quelqu'un qui se met à vendre 150 poulets dans l'année, c'est dangereux. Vous allez déstabiliser complètement le marché et vous allez effondrer les prix. Il va y avoir de la salmonelle partout. Les petits éleveurs, c'est des empoisonneurs, etc. Bref, fait qu'on s'en va en cours là-dessus avec nos frais. Et la partie adverse, évidemment, paie ses avocats à même nos cotisations. Voilà, donc je m'en vais en cours en finançant les avocats de la partie adverse. Je referme la parenthèse. On aura l'occasion, avec vos questions, j'imagine, de revenir sur des enjeux comme ça. Donc, oui, il y a une résistance. Oui, elle s'organise, mais il y a beaucoup de boulot à faire. J'ai encore 5 minutes. OK, je pensais que vous me dessiniez une. Là. Ah, cool, parfait. Ben, dans ce cas-là, bon. Les autres obstacles, je vous donnais des exemples de diversité. J'ai un jeune qui m'a dit l'an dernier, moi, là, je voulais faire également, bon, j'ai ma ferme, j'aimerais déjà diversifier mes opérations au lieu de faire juste la vente de légumes. Puis dans mes paniers, je mets des légumes, puis je mets des légumes, puis je mets des légumes. Ben, j'aurais aimé ça mettre aussi un poulet ou un lapin, etc. Donc, un peu ce que je mentionnais à l'instant. Mais j'aurais voulu également, parce que ça, c'est pas possible, donc j'aurais aimé être capable de faire un peu d'hébergement pour les campeurs. Hein? Quelqu'un qui passe en vélo, que sa tente, etc. Puis, bon, pour 5 $, vous campez ça au bord du champ là-bas, ça ne nuit pas sur le bord de la forêt, puis terminé. Non, attention, c'est interdit. C'est une nuisance aux activités agricoles. Bon, OK. J'ai envisagé à la maison, étant donné que je produisais à peu près n'importe quoi, là. Je mentionnais le poulet, des œufs, de la volaille, du lapin, des chèvres, moutons, du porc, au pâturage, bovin, sirop d'érable, une serre, un verger, un immense jardin maraîcher. Qu'est-ce que j'oublie à part ça? Bon, bref, vous voyez un peu l'éventail. Bon, mise en marché commercial à peu près bloquée systématiquement parce que j'ai pas hérité de quota de lait, j'ai pas 25 000 $ par vache à payer. Je peux pas me permettre de payer 250 pièces par poule pondeuse pour vendre des œufs. Je peux pas payer 900 $ le mètre carré d'élevage pour mes poulets. C'est absolument hors de prix. À des gens qui l'ont pas payé, soit dit en passant. D'accord? Ceux qui ont reçu, qui se sont distribués les quotas au départ, ils l'ont jamais payé. Ou ils en ont payé un petit prix en grossissant au fil des ans. Mais aujourd'hui, ils demandent un prix fort. Bon. Et donc, j'avais envisagé table champêtre. Mais oui, ce serait bien. La condition des tables champêtres pour faire la restauration à la ferme, c'est que 80% des produits que je mets sur la table sont produits sur la ferme. Il y a juste un problème, c'est que les tables champêtres sont interdites en zone verte au Québec. Ah! Oui, et voilà. Bon, fait que les tables champêtres sont permises en zone blanche, mais pas en zone verte. Bon, et là, je fais quoi, là? Je fais quoi avec... là, j'ai 220 arpents de terre avec la terre de mes parents, la mienne à côté. Mais je fais quoi avec ça? J'ai perdu mon droit d'élever du lapin. J'ai été éleveur de lapin pendant 30 ans. Je peux pas vous vendre un poulet. Je peux pas vendre des œufs à des collègues. Je peux pas faire du lait. Oui, je peux faire des légumes. Ouais. OK. Je fais quoi avec ça? L'étape suivante, ça va être quoi? Est-ce que je vais devoir remettre ça à un consortium qui va exploiter la ferme à ma place? Donc, on a le problème en place. C'est vraiment flagrant. Donc, il y a des obstacles qui sont placés. C'est pas juste par manque d'entrepreneuriat, c'est pas juste par manque d'initiative. Il y a des obstacles en place, puis on va avoir besoin de vous autres pour changer le système en place. Et c'est un qui se demande, on commence par quoi? Étrangement, c'est essentiellement une question démocratique au départ. Les fermiers et fermières, là je dis fermières aussi parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans le relève agricole moderne, là, les femmes sont extrêmement présentes et dynamiques. Le premier levier, c'est de donner un droit de représentation à tout ce monde-là. Tant qu'ils seront soumis à une vision unique, il n'y a aucun changement valable, vraiment à terme, qui est possible. Comment est-ce que je peux convaincre ma MRC alors que les comités consultatifs agricoles de la MRC sont contrôlés par la vision unique en situation de cartel, de monopole? Comment établir des règles différentes pour la relève? La CPTAQ, la Commission de protection d'accès à la protection du territoire agricole du Québec, dit si c'est pas 100 hectares, c'est pas rentable, c'est trop petit. Mais voyons, on n'a pas besoin de 100 hectares pour vivre d'une ferme. La totalité de la planète le fait avec moins de 100 hectares. C'est absolument ridicule qu'on ne s'exprime pas dans la loi. C'est juste une interprétation ésotérique. Oui, en bas de 100 hectares, non, c'est pas viable. Fait
Mais ça, il y a quelqu'un qui plaide pour ça. Et il n'y a aucune autre vision qui s'en va devant la commission de protection. Il n'y a aucune autre vision présentée à la Régie des marchés agricoles. Il n'y a aucune autre vision présentée au MRC. Il n'y a aucune autre vision présentée au gouvernement. Il y a un interlocuteur unique. C'est le point de départ. Merci. Oui. Merci. On me permettra ici une petite... Oui. On me permettra ici une petite analogie avec le hockey. J'ai vraiment des joueurs de premier trio ici qui se font des passes vraiment sur la palette. Voilà, donc des producteurs aux consommateurs, de la campagne à la ville. Donc j'invite Jean-François Aubin à nous rejoindre. Donc, parfait. Oui, c'est bon. Donc, professeur de travail social au Cégep de Trois-Rivières, Jean-François Aubin est spécialiste des enjeux de développement et d'économie sociale. Citoyen engagé, il est conseiller municipal à Trois-Rivières depuis 2013 et a été candidat à la mairie lors de l'élection municipale de 2017. Nous lui avons demandé de réfléchir aux enjeux de développement régional en braquant les projecteurs sur des réalités urbaines de la Mauricie, en tâchant là encore de mettre en valeur les résistances et les alternatives citoyennes au modèle de développement capitaliste néolibéral, c'est-à-dire la pensée unique. Merci. Bonsoir tout le monde. Des petites corrections. Là. J'étais conseiller municipal, je ne suis plus. Mais c'est pas grave. Dans mon cœur, je porte toujours cette préoccupation-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments déjà ont été mis, puis on peut voir là, que pour la suite, il pourrait y avoir de nombreuses discussions. Mais on est sur un thème large. Hein, le néolibéralisme et le développement local et régional. On pourrait l'aborder de bien des façons. On peut l'aborder par les problèmes, on peut l'aborder par les solidarités que ça entraîne, on peut l'aborder sous les différentes dimensions, la place des femmes là-dedans, la place des jeunes. On pourrait prendre beaucoup de dimensions puis décortiquer ça. Puis le problème, c'est qu'on n'a pas toute on a une limite dans le temps. Donc, moi, j'ai choisi de leur prendre un peu plus sur l'opposition néolibéraliste, développement local et régional. Même si c'est pas toujours complètement opposé, mais comme façon de démontrer puis qu'on réfléchisse ensemble là-dessus. Donc, je me suis dit, bon, quand on part avec des mots, il faut toujours revenir à qu'est-ce qu'on veut dire par les mots. Hein? Néolibéralisme, un bien grand mot qu'on reprend régulièrement dans des cours de sociaux, dans des discussions politiques et tout ça. Mais je pense qu'il faut prendre le temps de redire qu'est-ce qu'on met là-dedans. Fait que j'ai fait le petit exercice. Je me suis dit, bon, toi, Jean-François, qu'est-ce que tu remets là-dedans? Comment tu positionnes les affaires? Bon, néo, ça va jusque-là, nouveau. Hein? Libéralisme. Libéralisme, de quoi on parle? On fait référence ici beaucoup à un libéralisme économique d'une époque qu'il y a eu dans le développement du capitalisme où c'était un peu comme entreprise. Tu peux à peu près faire tout ce que tu veux. Tu as le champ libre, on ne te met pas de barrière, pas de règlement. Vas-y, pige dans le pot, fais tes affaires, puis tu ne seras pas achalé. Puis après ça, tranquillement, il y a eu une certaine évolution, en guillemets, des règles, des balises, des politiques, et il y a des choses qui ont été un petit peu corrigées. Et nouveau libéralisme, on revient en partie à ça, mais avec des nouvelles données, avec des nouvelles réalités qui viennent changer un peu le type de libéralisme, si on veut. Entre autres, la donnée de mondialisation, la donnée des multinationales, la donnée des entreprises qui sont en réalité nulle part, qui ont un siège social en quelque part, mais qui se promènent d'un pays à l'autre. On le voit, moi, on m'a demandé de participer ici pour ramener aussi le côté local. Hein? Mais dans le côté local, on a un bel exemple de ça avec l'ABI, qui est sur la Rive-Sud, juste l'autre côté, où une grande compagnie multinationale, où, pour négocier, le médiateur nommé par le gouvernement avec le syndicat sont obligés de s'en aller au siège social aux États-Unis, à Pittsburgh, si je me souviens bien, pour essayer d'aller dire on peut-tu négocier. On est dans d'autres choses. On est dans des compagnies qui se promènent, dans des compagnies pour qui le territoire ne veut rien dire et qui ne tiennent pas compte de ça. Ça a aussi pris la forme, le nouveau libéralisme, le néolibéralisme, de la facilité des transferts de capitaux qui peuvent facilement déstabiliser n'importe quelle économie, y compris les plus solides. Et on est pris là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais on doit vivre avec ça. Ça l'a amené une certaine aussi, même s'ils osent rarement l'avouer, perte de pouvoir des États.
Les États, sur leur territoire, sont plus sujets à du chantage, ont moins de contrôle sur qu'est-ce qui amène. Bon, est-ce que ça veut dire que c'est une raison pour se déresponsabiliser puis de tout laisser aller? Non, bien entendu. Mais c'est quand même un fait qu'ils ont pu le contrôle autant que ça a déjà été. Ça a amené la multiplication des traités commerciaux. Alors, regardons avec l'ALENA, par exemple, ce qui se discute. Ce que, semble-t-il, peut-être est déjà attaché, mais qu'on attend après le 1er octobre pour rendre public, hein, à l'effet qu'on va céder des choses, on va céder des éléments parce que nos amis américains, ils veulent qu'on cède sur tel ou tel point et qu'on va céder pour maintenir ces traités-là. Fait que des traités qui sont souvent inégaux, hein, parce que faire des traités, c'est une chose, mais quand c'est vraiment gagnant-gagnant. Mais malheureusement, c'est pas souvent ça dans ce genre de traités-là. L'autre dimension que ça a amené aussi, c'est les recours aux tribunaux d'une façon constante et multipliée. Et on a beaucoup d'exemples maintenant de compagnies, tantôt je vais en donner un exemple local ici, de compagnies qui vont utiliser les tribunaux presque sans fin pour se défiler de ces responsabilités. Donc, on vit cette réalité-là. Ça a donné aussi tout ça, la possibilité, on a utilisé quelquefois dans la soirée le mot cartel. Il peut s'appliquer au niveau national, il peut s'appliquer aussi beaucoup plus large que ça. On regarde par rapport au pétrole, par exemple. On s'entend, les ententes, tout ce qu'il y a là-dedans. On a beaucoup d'exemples. Et ça c'est pas nouveau. C'était déjà dans le libéralisme de l'époque. Ça l'a ramené l'idéologie, la vision, que ça doit être l'économique avant tout. Le reste, on n'est pas contre. Mais il faut d'abord qu'on fasse passer l'économique. Puis s'il reste de la place, bon, on fera de la place au social, on fera de la place dans l'environnement. Mais d'un coup, que l'économique aura bien rempli son assiette. Dans ce sens-là, si on regarde le développement local et régional, on est un peu quand même dans le contraire. On est un peu dans l'ancrage dans un territoire. Puis on pourrait prendre dans notre région, par exemple, un certain nombre d'exemples. Prenons un exemple festif et joyeux, la bière. Hein? On a vu se multiplier les petites coopératives de bière, les microbrasseries, qui restent sur un territoire, qui sont collés au territoire. C'est des gens qui y vivent, qui y travaillent, qui sont là-dedans. Par rapport, en opposition, avec là encore de grandes multinationales qui se promènent puis qui décident, eux, de délocaliser, de vendre et tout ça. On est dans une autre réalité. Cette économie locale et régionale-là, elle est quand même beaucoup portée par des petites PME, par des petites entreprises, par des entreprises d'économie sociale, par des organisations locales. C'est ça qui porte l'économie. Hein? Si on regarde dans nos régions, dans notre région, par exemple, la grande entreprise, en guillemets, elle est de moins en moins là, puis surtout, même quand elle est là, elle apporte de moins en moins de choses. Souvent, le développement local et régional est dans une situation où il subit, où il réagit, puis là, on pourra faire des liens avec les autres présentations, ce néolibéralisme-là, et auquel il doit faire face. Maintenant, quelques exemples concrets qui illustrent peut-être comment tout ça peut se vivre ici. Un des exemples, puis bon, je n'irai pas en détail sur les dossiers, mais il y a des gens de la région aussi qui connaissent quand même assez bien. Le dossier d'Aléris. Aléris est une compagnie dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine, une compagnie qui a exploité pendant des années, bon, avant c'était la Reynolds, après ça s'est transformé, qui a exploité pendant des années la transformation, l'aluminium, différentes choses qui ont été transformées, que de gens ont travaillé, beaucoup ont fait faire d'énormes profits à ces compagnies-là et qui ferment ses portes, comme ça arrive souvent, et décident de s'en aller, c'est revendu à quelqu'un d'autre qui rachète ça, puis après ça, ce quelqu'un d'autre-là vend à quelqu'un qui lui rachète pour vendre les équipements qu'il y a dedans. Mais on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'on se retrouve avec un terrain contaminé, fortement contaminé, et qu'on peut absolument rien faire avec cet immense grand terrain-là, qui est situé au cœur de tout un secteur de la ville. On s'aperçoit que quand on regarde le niveau de contamination, on parle de quelque chose qui va probablement aller chercher autour de 50 millions de dollars pour décontaminer ce terrain-là. Ça fait 10 ans, plus que 10 ans,
que ce dossier-là traîne, qu'il n'y a rien qui est fait avec ça. La seule chose qui était faite au final, c'est de placarder les entrées pour que les jeunes aillent jouer dedans et qu'on attend qu'ils bougent de quoi. Là, récemment, sûrement un hasard avec les élections, mais en tout cas, récemment, le gouvernement a bougé pour dire on va amorcer la décontamination puis on enverra la facture à la compagnie. Moi, j'ai hâte de voir le jour où la compagnie va payer. J'ai un petit doute là-dessus. Mais on se retrouve devant une compagnie qui fait ces dégâts-là, un gouvernement dont le rôle, ça devient, non pas d'interdire ou non pas de faire que ça ne puisse pas être ça, ça devient de venir à la rescousse et de payer à la place de la compagnie pour ça que ça soit fait. 10 minutes, parfait. Donc, un exemple. Un deuxième exemple, aussi local, le dossier de la pyrotite. Pour les gens qui suivent peut-être ou qui ont moins suivi ça, donc une espèce de champignon qui mis dans des fondations de nouvelles maisons a fait en sorte que les solages ont fissures, éclatent et tout ça, et rend invivable et les gens doivent refaire au complet leur maison. Et là, on a toutes sortes d'histoires d'horreur. La personne qui fait sa maison comme ça, elle décide de vendre sa maison à rabais, elle perd tout complètement, elle se rachète une autre maison pour s'apercevoir, parce qu'à l'époque, c'était pas encore obligatoire le test, que l'autre maison aussi a de la pyrotite. Il y a toutes sortes d'histoires d'horreur à ce niveau-là. Donc, les gens perdent tout. Il y a un procès, il y a une analyse qui est faite de ça. Différents responsables à différents niveaux, mais un responsable principal qui a laissé passer l'information de l'analyse des choses, qui est une compagnie qui est SNC-Lavalin, une grande compagnie multinationale. Qu'est-ce que fait SNC-Lavalin quand c'est comme prouver, démontrer sa responsabilité là-dedans? Elle décide d'utiliser les tribunaux. Donc, elle va en cours, elle monte son dossier, elle a sa batterie d'avocats. Malgré ça, après plusieurs années, plusieurs temps, elle est reconnue coupable par le juge d'un certain niveau de culpabilité. Ben, voyons donc, on ne commencera pas à payer de suite. On va aller en appel. Donc, la cause est portée en appel. Fait que là encore, tu sais, quand est-ce que cette réalité-là va être assumée? Et ça, c'est des gens qui doivent payer là-dessus. Et en attendant, encore une fois, quel est le rôle des gouvernements là-dedans? Venir à la rescousse. Le gouvernement a donné des prêts subventions, parce que ça risque de devenir des subventions, parce que c'est des prêts qui devraient être remboursables si la compagnie paye un jour, on se le demande. Fait que donc, on se retrouve encore avec la même situation. D'autres exemples, on parlait beaucoup du domaine agricole. On a dans la région quelques marchés publics. C'est beau les marchés publics, c'est gentil, c'est bucolique même dans certains cas. Mais ce qu'on ne sait peut-être pas, puis qu'on va se dire à soir, parce que c'est ça la vraie réalité, c'est qu'ils en arrachent toutes. Ils ont toutes beaucoup de difficultés. Ils survivent de peine et de misère, l'ensemble, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de se déplacer, d'avoir les dépenses que ça veut dire d'aller dans un marché public, puis par rapport à des grandes bannières, des grandes chaînes qui déferlent de publicité, par rapport à des Walmart qui arrivent puis déballent des produits d'épicerie à pu n'en finir à des prix incroyables parce qu'ils s'organisent pour les avoir à des prix incroyables, souvent en exploitant des gens dans d'autres pays. Donc, et ça, avec peu d'aide du gouvernement. Là, le gouvernement vient un petit peu moins à la rescousse. Fait que donc, on se retrouve dans une situation, là encore, un peu perdante là-dessus. Bon, j'ai plusieurs autres exemples, mais je vais en sauter pour que mon animateur reste fier dans le temps puis qu'on puisse partager. Je vais un dernier exemple, puis après ça, je vais arriver à ma conclusion. Un exemple récent qui est actuel à Trois-Rivières, puis que pour moi, en tout cas, me tient à cœur, est important, comme bien des choses. Je disais tantôt, la montée du néolibéralisme, la place qu'occupe le néolibéralisme, c'est aussi la vision, le retour de la vision de l'économie en premier, l'économie avant tout. On a une situation que plusieurs ont peut-être suivie dans les derniers jours. Il y a un boisé, une forêt de 3000 mètres située dans le secteur Cœur de la Madeleine qui s'appelle le boisé des Estacades, qui appartient à un privé, qui est sur le bord de la rivière Saint-Maurice, qui est tout il y a des beaux sentiers là-dedans, des arbres, même des beaux arbres matures à protéger, tout ça. Récemment, ce privé-là, il dit, bon, moi, je vais mettre ça en vente. Il veut profiter de son argent. Il met ça en vente, 2,5 millions. Et alors que ça en vaut 1 million à l'évaluation municipale, mais en tout cas, ça, c'est un autre problème. Il met ça en vente, 2,5 millions. Et là, les gens commencent à réagir.
Elle dit, ben non, ça n'a pas de bon sens, ça. On n'a presque plus de beaux boisés comme ça à Trois-Rivières. On a quelques espaces verts, mais des boisés comme ça, on n'a presque pas. Dans ce secteur-là, on n'a presque pas. C'est un secteur qui reste, c'est le poumon qui reste de la place. Et là, il y a un jeune qui décide de dire, ben non, ça suffit. Il faut réagir là-dessus. Il part une pétition en ligne, pétition qui est partie là, un petit peu plus que 48 heures, qui à soir est rendue à 12 000 noms qui ont été signés de cette pétition-là. 12 000 noms, peut-être pour Montréal, c'est rien, mais pour Trois-Rivières, c'est beaucoup. Ça fait 30 ans que je suis ici, moi, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. 12 000 personnes qui signent une pétition en un espace d'un peu plus que 48 heures. Ça va être déposé au conseil municipal, ça met une pression. Il y a déjà des conseillers municipaux qui ont commencé à dire il faut qu'on regarde ça, il faut qu'on fasse de quoi. Bon, on a un maire, qu'on ne juge rien, mais qui lui a dit ben non, on a besoin d'argent, c'est l'économique, c'est le développement. Le développement, c'est ça. Mais là encore, on est dans une vision néolibérale. C'est là-dessus avec laquelle on doit faire face. En fait, moi je trouve que le développement local et régional, c'est une forme d'alternative au néolibéralisme. C'est pas une forme parfaite parce que ça soulève d'autres débats et d'autres questions, mais c'est quand même d'une certaine manière une alternative au néolibéralisme, une alternative qui est en marche, je pense, une alternative qui doit se manifester à différents niveaux. Au niveau individuel, parce que je pense qu'on n'a pas évacué notre responsabilité individuelle, hein, parce que nous-mêmes, nos choix qu'on fait comme individus, ils ont un impact sur le développement, hein, et qu'est-ce qu'on encourage et qu'est-ce qu'on n'encourage pas. Et aussi une responsabilité au niveau politique. Il faut le dire, d'autant plus qu'on est en élection, il y a des enjeux politiques là-dedans. Comment les pouvoirs publics, que ce soit au niveau local, au niveau provincial, comment ces pouvoirs publics-là appuient le développement économique régional. On n'a pas depuis longtemps, on pourrait débattre si on en a déjà eu, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, on n'a pas depuis longtemps de politique et de plan d'action réel en développement local et régional. Il n'y a pas de vision à ce niveau-là. Ça a été évoqué tantôt. On a défait des structures qui étaient loin d'être parfaites, là, qui auraient demandé d'être améliorées. Mais là, on a scrappé ces structures-là. On n'a plus de structure. Là, on tente d'en remettre un petit peu avec les élus, mais on évacue complètement la société civile. On laisse juste des maires se chicaner entre eux pour savoir comment ils vont se partager l'argent. Ça s'arrête pas mal là pour l'instant. C'est triste à dire, mais c'est un peu ça. Alors qu'on a besoin, au niveau des pouvoirs locaux et gouvernementaux, d'être capable d'amener justement, non pas d'abord une des structures, parce que souvent c'est ça qu'on fait au Québec, on est bon pour les structures, amener des nouvelles structures, parce que là on nous a fait promettre ça dans la campagne, là, des nouvelles structures qui reviendraient. Non, on veut d'abord une vision puis un plan d'action concret en développement local et régional. Structure, ça va être après si on en a besoin pour servir ça. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Si mon animateur très gentil me le permet, je vais faire juste un petit commentaire, puis ça pourra après ça être repris en discussion. Peut-être que c'est même pas dans ma présentation. Je voudrais revenir sur la question du ciment que M. Laplante mentionnait tantôt. Puis je trouve que c'est une bonne question. Qu'est-ce qui nous tient? Qu'est-ce qui va nous tenir ensemble? Ça va être quoi le ciment d'un futur développement où on va se prendre ensemble, que ce soit comme au niveau régional ou au niveau de l'ensemble du Québec? Moi, mon hypothèse, mais c'est juste moi, c'est que ça va passer par une nouvelle perception, une nouvelle vision qu'on doit prendre en compte notre environnement, prendre en compte notre milieu où ce qu'on est, notre planète, puis que ça a l'air bien mondial, mais ça passe par le local et le régional, puis par notre territoire en premier et avant tout. Merci. Eh bien, messieurs, merci. L'animateur en moi est vraiment ravi de cette splendide entrée en matière. On va prendre une petite pause de 15 minutes.